Bonsoir mon cher, je suis très content de te voir vivant. Tu mets du drame tout de suite. Salut. Bah quand même, je dirais, il est arrivé quelque chose d'assez incroyable et Non, non, il m'est rien arrivé non mais pas personnellement, non. non, effectivement. Mais quand on parle d'un accident de montagne dont tu as été témoin, donc que tu vas nous raconter, et le fait évidemment d'avoir été témoin, on se demande toujours pourquoi est-ce que c'est tombé sur eux et pas sur toi qui étais juste à côté, hein. Ouais, c'est un peu comme d'être témoin d'un accident de la route. C'est rare hein, qu'on voit directement un accident grave de la route mortel. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé avant-hier, en montagne. Et je vais montrer où j'étais. Euh, ouais, ça, voilà. Ça, c'est un paysage très célèbre en Suisse, très très célèbre, qui domine d'ailleurs toute la Suisse. Ce sont trois grands sommets, de gauche à droite, l'Eiger, l'ogre, au milieu le Mönch, le moine, et à droite la Jungfrau, la Vierge. Donc l'ogre, le moine et la Vierge, on dirait un conte de fées germanique, et c'est pas très c'est pas très loin. Ce sont C'est quatre vrai. très grands sommets, très célèbres en Suisse. Et, ils sont très célèbres aussi parce qu'en fait, ils sont accessibles ici au milieu. Bon, ceux qui nous écoutent ne verront pas, mais ceux qui regardent verront. Ici, il y a une sorte de petit promontoire. C'est une station de train à 3400 mètres d'altitude. Ce sont des sommets, là, ce sont trois faces nord gigantesques. Ça, Ils c'est sont 2 tous à kilomètres de 4000, haut. hein. Alors ouais, quasiment. Le plus petit, qui est le plus célèbre aussi, c'est le l'Eiger, parce qu'il est l'ogre, parce qu'il y a une face nord ici qui fait 1800 mètres de haut. Donc c'est 5 à 6 fois la tour Eiffel de haut, hein, ici, là. Le Munch est à 4100 et le plus haut, c'est la Vierge, la Jungfrau à 4150. Enfin, ouais, ils sont à peu près à la même hauteur, mais il y en a deux qui symboliquement sont au-dessus des 4000 mètres. Elle est belle cette photo, hein. Ouais, c'est très beau. Et alors on prend un petit train qu'on distingue ici d'ailleurs et qui passe Ah de oui. façon spectaculaire à l'intérieur de ces montagnes et qui arrive ici, qui déboule. Voilà, ça Ah c'est oui, ce que c'est j'ai. ça. Il y a même une station qui passe dans la face nord de l'Eiger, c'est ça, où Ouais, c'est ça. on peut Exactement. descendre par l'intérieur du tunnel et puis il y a une espèce de porte et on se Ouais, retrouve au milieu de je vais la. remontrer, je vais remontrer à peu près. Ouais. Euh, Il y a des vidéos où on voit des ouais, en fait, alpinistes ici, qui. là, sur cette face rocheuse très très raide, à l'intérieur, ben, il y a une vitrine, en fait. Ce train qui a été construit en 1912 pour amener les touristes là-haut, et les scientifiques aussi au début. Bah, ils passent tout près de la paroi ici et ils ont construit. Il y a une petite gare d'ailleurs à l'intérieur, un peu comme une gare de métro. On s'arrête et puis on peut sortir par des tunnels et avoir derrière une vitre, être directement dans la face nord, très célèbre, une face nord très célèbre pour les Insensé. alpinistes hein, de l'Eiger. Euh, et c'est voilà, c'est la comment est-ce que dit euh, flûte l'auteur Louis-Ferdinand Céline, hein, tu sais, il dit l'amour, c'est le sublime à la portée des caniches. Voilà, là, c'est le sublime à la portée, c'est l'alpinisme à la portée des caniches. Tu vois, c'est ça. Exactement, oui. Non, parce que en fait, Voilà. Et donc, ouais. on Et se rend donc, pas j'ai compte en emmené. fait du fait que c'est vraiment complètement insensé. Enfin, quand Ah on est oui, un oui. touriste et qu'on arrive en basket là-haut, on est vraiment en fait au milieu des paysages les plus sauvages et on se rend pas compte du danger qui entoure. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai emmené mon fils le week-end, enfin, ce week-end, faire du ski de randonnée dans ce massif qui est très beau. En fait, derrière cette crête-là, c'est d'immenses glaciers. C'est le plus grand glacier d'Europe, le glacier d'Aletsch, qui fait presque 20 km, je crois. Euh, donc c'est d'immenses étendues glaciaires, c'est pas du tout vertigineux comme là, c'est assez plat en réalité, même si c'est à haute altitude. Et dimanche, on est monté sur ce sommet-là, mais par derrière. Donc c'est pas exactement cet aspect-là. Oui. Je vais montrer je vais peut-être si ça t'intéresse pour illustrer un peu après. Mais et donc on est monté à ski de randonnée et à peu près à peu d'endroits sous le sommet, on s'est retrouvé.
Attends, je vais montrer que je vais essayer de trouver une photo. Euh, Attends que je revienne pour partager l'écran. Euh, Ce sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme photo là? Donc ça c'est voilà, ça c'est les photos à ski de randonnée lorsqu'on monte. Donc Je vais là, te mettre tu pars de en plein écran. la station de Ouais, ça train, c'est c'est ça? voilà, ça c'est après. Ouais, là c'est on sort de la station de train. Donc ouais, il y a des filets pour empêcher les touristes d'aller dans les zones crevassées. Et Et là, puis on juste part à au-dessus, ski là, voilà, et vers on monte le... là derrière. Voilà, on D'accord. monte, on descend là, on monte sur cette crête ici là, qu'on on a l'impression que c'est fondu dans les deux plans, mais c'est un plan qui est devant. Ouais. On monte à ski là, on arrive à ce col ici, et puis ensuite on grimpe l'arête qui est là, Ah ici. oui. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est à peu près le paysage que ça donne. Là, on doit passer derrière, on doit passer une petite barre rocheuse. Ça c'est l'itinéraire de descente, là, au milieu des séracs, de la glace. Et voilà, ça c'est l'impression qu'on a. Donc il fait très froid. Là, on est à 3500 mètres d'altitude. Il y avait 40 kilomètres, des vents de 40 km/h. Là, on voit la neige qui souffle, hein. C'est assez, fait moins 10 sans doute à peu près. Plus, il fait plus froid avec Bah, le surtout vent. que dimanche, il y avait la bise, en fait, hein. Et il faisait très Il y a froid, oui, dimanche. il y a énormément Il faisait de... très Ouais. beau. Il faisait très beau, mais oui, il faisait forcément très beau parce qu'il y avait un vent d'est ou du nord Du nord, ouais. qui gardait le ciel très clair. Mais là, il faisait vraiment très froid. Ça, c'est le sommet. Et donc, on y accède en montant là, ici. Et voilà, on continue on est à ski, hein, et puis on s'approche de ce col. Et alors, bah, voilà, je peux montrer à peu près ici. Et donc, on est monté. Donc après, on dépose les skis. Là, on distingue qu'il y a des gens qui ont déposé leurs skis. On chausse les crampons. Et puis on grimpe on voit des traces. Là, on grimpe dans cette pente de neige très dure et de glace très raide. Mhm. On arrive à un col qui est à 3900 quasiment, et puis on monte ensuite, ben, comme ça, là, hop, Ouais, directement. on C'est une suit un pente peu à 40 degrés à peu près, donc c'est raide, hein. Et puis on poursuit ensuite sur l'arête de rocher, on arrive au sommet là, qui est à 4158. donc avec Et les nous, on s'est crampons et un arrêté, piolet. crampons piolet, encordé. Et au moment où on était ici à peu près, à cet endroit-là, donc à 3950 mètres d'altitude, et bien juste Ah là, oui, il vous descendait. étiez là, je pensais que vous étiez à l'endroit de la photo, là où tu l'as prise là, hein. Non, 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 on a continué de Ah monter. Non, oui, non, j'ai pas pris de photo de sur l'arête parce que ça rend rien, c'était tout plat. Si j'avais su, ouais, j'aurais peut-être pris, mais donc là, c'est plus beau, quoi. On se rend un peu mieux bien compte. sûr. Euh, bon, je change une photo un peu plus proche aussi après. Moi, à peine, là. Et voilà, là, on passe entre deux Ouais. crevasses à ski. Bon, je peux continuer à remettre. Et, et là, on aperçoit, regarde, j'ai découvert ça en regardant les photos, on aperçoit trois taches. Ah oui, Une bleue, une verte et une rouge. Et ça, ce sont les trois alpinistes qui, à mon avis, étaient en train de terminer leur ascension. Et on les a retrouvés une demi-heure plus tard environ, une heure plus tard. On était ici, là, à cet endroit-là. Et mon fils, avec qui j'étais, les a vus descendre dans ces rochers-là. C'est d'accord. l'itinéraire d'été, en fait. L'été, ici, c'est une pente de glace. L'hiver, c'est de la neige. Mais l'été, c'est de la glace, donc on peut pas passer par là, qui est le plus direct et le moins dangereux. Et ils étaient là. Et d'ailleurs, on distingue très bien, tu vois, des petits piquets, là. Ce sont des piquets de fer sur lesquels, et il y en a d'autres, mais qu'on voit moins, qui Sur sont dans lesquels les on peut rochers, s'encorder, c'est ça? sur lesquels on peut accrocher la corde quand on passe. Les Suisses, Oui. on se pose ça en France, on n'a pas ça, mais en Suisse, il y a ça très souvent sur les voies très fréquentées. Les guides posent ça pour pouvoir s'assurer plus facilement. Mhm. Ils descendaient là, ils étaient à 3, et alors quand on descend une pente comme ça c'est aussi à 40 degrés, hein. On est avec une corde, avec 1 mètre de corde à peu près, donc tendu, pour éviter, pour retenir immédiatement quelqu'un qui tomberait. Et posant les pieds ici, en arrivant sur la neige, il y a le plus Donc bas on descend avec en face à la descendant. pente ou Comment? face à la pente ou dos à la Ouais, là, pente? dans ce rocher-là, on est face à la pente, oui, oui. On est face à D'accord. la pente, on a son piolet, on s'appuie avec son piolet en haut, on a une corde tendue, donc il y a 1 mètre, ils étaient trois, hein, donc ils étaient à 3 mètres d'intervalle entre le premier et le dernier. Le plus expérimenté est en haut, le premier de cordée est en haut à la descente, et est en haut à la montée aussi, mais il est en haut à la descente aussi, c'est celui qui est le plus solide, ou qui a le meilleur réflexe, le plus expérimenté. Et le moins expérimenté, en général, c'est le premier, tout en bas. Et
Et à un moment, mon fils me dit, les avait repérés parce que moi j'étais en train de grimper et lui s'était arrêté un instant pour que la corde entre nous se tende à nouveau. Ah oui, donc en fait, Et vous étiez à quoi? 100 on mètres? était à 50 mètres. On était à 50 mètres. Ah, Voilà. Et il y en a un, le troisième, donc je suis le plus bas. Mon fils me crie, regarde, regarde. Et il était en train de, je lève les yeux, je vois que le troisième trébuche, tombe, entraîne le deuxième, qui est déséquilibré aussi. Il commence à glisser et le premier de cordée qui était tout en haut, bah, évidemment, il pouvait plus rien faire, quoi, parce il était déjà, enfin, il tente il se jette. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend son piolet, on se jette à plat ventre dans la neige avec la pointe du piolet, enfin, la tête du piolet enfoncée dans la neige pour essayer de freiner et d'arrêter la chute. La neige était très dure, hein. Il faisait très froid, la neige était gelée, vraiment très dure, donc très difficile de planter un piolet comme ça, d'essayer de freiner quoi que ce soit parce que le piolet va rebondir sur la neige. Et il perd son piolet et alors là, c'était ah, en il l'a gros, perdu en fait, parce qu'il il lui a échappé des mains parce qu'il n'arrivait pas à le ah oui. planter et alors Ah, ils ont commencé à il était pas, il avait débouler. pas le piolet accroché au bras ou Non, en général, non. non, non, en tout cas son piolet a D'accord. sauté Ah oui, et d'accord. alors il faut imaginer ce que c'est, hein, un alpiniste tout équipé, c'est entre 70 et 90 kilogrammes, quoi. C'est Avec clair. tous les sacs, le matériel, les chaussures, enfin bon. Et donc il Ouais. avait 2 personnes d'environ, allez, en gros, il avait 150 à 180 kilogrammes qui lui tiraient vers le bas. Et le gars, il pouvait rien faire. En plus, avec l'accélération, donc les énergies cinétiques, la masse, enfin le poids augmente. Et il a essayé, donc c'était une sorte de masse comme ça, il commence à rouler et il commence à rouler vers cette barre rocheuse-là. Et je vois le premier de cordée qui il essaie de se jeter sur ce rocher-là en essayant de l'attraper avec ses bras, quoi, enfin, dans un geste désespéré. Et il rebondit contre, enfin il n'arrive pas, et sans un cri, hein, il n'y a pas eu un bruit, et on les voit qui tombent là-dedans. Et là derrière, on a l'impression que ça s'arrête là, mais en fait, en réalité, j'ai trouvé une photo de cette face de l'autre côté. Alors voilà, là on voit on voit un peu la La chute qu'ils direction. font, Ouais. la direction, on voit leurs traces d'ailleurs, hein. Voilà, en grossissant, on voit leurs Ouais. traces. Alors, ça, je passe, c'était la descente, et j'ai trouvé, ça c'est la face du, ouais, ça c'est, bon, voilà, je reviens un peu en arrière, ça c'est la station de ski, la station de train, là où on arrive, et puis ça c'est le sommet, hein. D'accord. Là. Et ça, c'est la face de l'autre côté. Alors, il faut Ouais. imaginer l'échelle, hein. Ça, c'est 200 mètres, quoi. Oui. 150 à 200 mètres. Et donc, ils ont glissé là, sur le névé, et ils sont Zoom un tombés peu dans cette sur face-là. en haut à gauche. Ouais, c'est pas très, Oui. la qualité est assez faible, hein. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est une photo assez rare. C'est une photo de la face ouest de ce col. Donc, c'est de l'autre côté du col que je montre, hein. C'est Ouais. de l'autre côté de ça. Tu vois, ça, c'est la D'accord. Ouais. face est. Et de l'autre côté, c'est ça. Donc, ce côté-là a l'air déjà assez rude avec les glaciers, les séracs, etc. En réalité, il est tout à fait tranquille par rapport à celui de l'autre côté. Voilà, il y a une barre de sérac immense. Là, il y a une barre rocheuse. Et donc, ils ont dégringolé de là. Donc les Et rochers alors, où ils ont disparu, ils sont au-dessus là, c'est ça? ici, Au-dessus ouais, les de. rochers. Alors ça, c'est le rocher qui saute. C'est la première barre roche de ce qui saute Ouais. que j'ai montré ici, là, Oui. c'est ce truc-là. Celle-là. Ouais. Voilà. D'accord. Ici, là, ils disparaissent là-dedans. Et là, c'est le versant de l'autre côté, versant ouest. D'accord. Et alors, évidemment, c'est saisissant, quoi. Tu vois 3 types sans un bruit qui disparaissent dans la Dans l'abîme. dans la montagne et dans l'abîme et surtout, je vais arrêter là le partage. Voilà. Et qui disparaissent et évidemment, nous, on voyait rien, juste c'était tellement raide qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous, tu vois? C'était il y avait Ouais. le précipice. C'était pétrifié quand tu vois ça, tu sais pas quoi faire. Alors, on a tout de suite pris la décision de faire demi-tour parce qu'il était hors de question de continuer à monter. Et puis surtout parce qu'il faut prévenir les secours immédiatement. Et heureusement, juste Donc derrière vous n'avez pas nous, essayé de vous approcher, ben, non, d'aller là, voir. ils Non. avaient disparu. Et donc, il Oui, faut mais vous, pas. enfin, oui. Non, mais Nous, en fait, nous, on n'est vous pas des saviez pas professionnels quelle du était. secours. Oui, La mais première vous chose avez. à faire, c'est d'appeler les secours. Tu sais, c'est Oui, toujours c'est pareil, ça. hein. Ouais. Première chose à faire, t'appelles les secours, et puis ensuite, éventuellement, tu commences, si tu es assez expérimenté, mais moi, je le suis pas.
Et puis surtout, j'avais pas une corde assez longue. Je me voyais pas commencer à descendre dans le névé, là, et commencer à m'approcher de la barre rocheuse. Mmh. J'avais mon fils de 16 ans qui est pas, très peu expérimenté en montagne, donc il n'était pas question à deux de lancer ça. Heureusement, juste derrière nous, à 100 mètres, arrivé à ce moment-là, au col, sur le col, deux autres alpinistes, des Suisses allemands, qui étaient derrière nous, beaucoup plus expérimentés, et Donc il est qui, probable que dans cette cordée qui a glissé, il n'y avait pas de guide, hein? Ou c'était alors, j'ai probablement de... appris plus tard que c'était une cordée d'amateurs, oui, quand même. Ouais, d'accord. Des Suisses, un Tessinois, enfin un Suisse italophone, une Suissesse de Lausanne, de Lucerne qui est morte. Donc ces deux-là sont morts. Et le troisième qui lui a survécu miraculeusement, avec des blessures, mais survécu. Et donc Et tu sais les dans l'ordre qui était... non, on a été interrogé par la police, enfin on a Non. témoigné auprès de la police cantonale d'Interlaken, la ville en dessous. Et le policier il nous a dit à la sortie qu'il n'avait pas encore identifié, donc c'était 24 heures après le drame, qu'il n'avait pas pu identifier encore qui était qui. Nous, on a vu les couleurs, on les a décrits avec les couleurs des anoraks, Ouais, tout ce qu'on voyait. Ça a donné alors, parce que ça correspond à ce qui s'est passé, pas tout à fait sûr, c'est notre témoignage. La personne, de survivant, lui, évidemment, on va ouais, avoir un témoignage très important, quoi. ouais. Euh, Et donc, les deux Suisses allemands montent et ils appellent. Alors, il y avait le vent qui soufflait, il faut imaginer, hein, on s'entend pas, hein, mais c'est des circonstances, c'est très, Ouais, en plus, c'est... très sauvage. Hein, il y a la neige qui souffle, le vent qui souffle, on crie pour se faire entendre. Et eux, ils ont tout de suite appelé les secours, les secours, la Rega, donc les secours suisses-allemands euh, du canton de Berne. L'hélicoptère, ouais. Et, qui est- et donc, je les ai laissés, donc eux, ils sont restés sur place. Moi, j'ai dit, écoutez, je redescends parce que c'est trop dangereux. Ils sont restés sur place et ils m'ont dit, alors, ils ont, il semblait qu'on se retrouvait au refuge, un refuge qui est pas très loin, le refuge du Munch, enfin du moine, où on voulait dormir le soir et on s'est dit qu'on se retrouvait là pour. Après, eux, ils sont descendus. Il y avait une autre cordée qui montait derrière, qui a fait on leur a dit qu'il y avait eu trois personnes qui venaient de tomber, probablement morts. Euh, et ils ont fait demi-tour aussi. Enfin voilà, donc tout le monde s'est arrêté ce jour-là. Et l'hélicoptère est arrivé très vite. Hein. Il est arrivé peut-être 10 minutes après l'appel, un quart d'heure Ah après oui, l'appel. On commençait à chausser les skis pour redescendre, donc très vite. Et alors là, pendant 2 à 3 heures, il y a eu deux hélicoptères qui ont tourné. Nous, on les a vus, nous, on est redescendus euh, vers le bas du vallon, de la combe, pour remonter ensuite vers le refuge. Et on a vu tourner pendant au moins 2 heures les hélicoptères. Et alors, ils avaient des filins, donc des longs câbles qui leur pendaient sous le ventre. Alors, on était très loin, donc on voyait pas ce qu'ils transportaient, mais on soupçonnait évidemment qu'ils étaient en train de transporter les corps entre le lieu d'accident et la station du Jungfraujoch, donc la station de train qui est juste à ah côté, oui, où il est ouais. évidemment très équipée, avec des secours et au moins une infirmerie pour Mhm. prodiguer les premiers soins, ou en tout cas faire des dépôts de matériel ou de personnel pendant ce temps-là. Et donc on est remonté au refuge. Donc l'accident s'est passé un peu avant midi, vers 11h50, 11h45, 11h50. À 3h, on était au refuge, bien sonné. Et, euh, et là, donc on a rendu compte au gardien qui justement était très copain avec un des policiers d'Interlaken, donc justement un policier de montagne, c'est-à-dire un policier spécialisé Oui. dans les enquêtes sur les accidents d'alpinisme, donc il connaît très bien ce qui se passe. Enfin, c'est un policier expérimenté en montagne qui connaît très bien les circonstances, le matériel, qu'est-ce qui se passe en montagne, quoi, en alpinisme. Mhm. Et donc il nous a demandé de redescendre le lendemain pour aller faire une déposition et raconter ce qu'on avait vu. Évidemment, on peut supposer pourquoi la police s'intéresse à ce genre de choses. Elle peut s'y intéresser parce que euh, il faut exclure un accident mal intentionné, enfin pas un accident, mais quelque chose voilà, de criminel, ça peut arriver. On peut très bien imaginer que quelqu'un pousse dans la montagne, puis ensuite raconte que c'est un accident. Mais surtout s'il y en a deux qui Euh, sont morts sur trois. ouais, c'est un deux qui sont morts sur trois. Et puis, donc le survivant, voilà. Et donc, c'est très rare d'avoir des témoins comme ça. Hein. Donc, on avait vraiment, les policiers se sont confondus en remerciements parce que ça leur arrive jamais, visiblement, quoi, hein, ce genre de Ah choses. oui. Que des gens qui puissent raconter ce qui s'est passé exactement, ce qu'ils ont vu, en tout cas.
Il y a pas Euh, autant de monde qu'à l'Everest. alors oui, il n'y a pas autant de monde. Enfin, quoique, chaque jour, il y a bien 20-25 personnes qui montent à la Jungfrau. C'est marrant En parce ce qu'avant, moment, surtout que juste c'est la haute saison. la, la veille de, la veille de cette histoire, je regardais quelques, quelques reportages sur l'Everest, dont un qui racontait comment est-ce que, juste, il y avait un de ces, c'est pas un guide, mais c'est un des locaux, là. En l'occurrence, c'était un Pakistanais qui sert à fixer des cordes fixes, en fait, à 8 000 mètres juste en dessous du sommet, qui, euh, qui était sur le chemin, qui était épuisé, qui s'était allongé et les gens passaient au-dessus alors qu'il était mort, en fait. Les gens l'ont laissé crever comme ça à haute altitude et Ah, que, en enfin, fait, il y a une, ouais, c'est scandaleux. Et c'est alors on a le enfin, cœur encore plus. on imagine bien qu'évidemment à la Jungfrau, c'est pas la même altitude, Ah non, pas du on tout. a peut-être Non, non, plus non. d'énergie pour la compassion, etc. Mais Ouais. alors là-haut, le fait qu'il y ait tant de monde à l'Everest, sous le sommet, et que les gens comme se comportent de cette manière, c'est hallucinant. Après, ils peuvent pas faire autrement. Je pense que c'est impossible de transporter quelqu'un sur son dos. Les hélicoptères peuvent pas y aller. Non, elle peut faire monter cette altitude. Ouais. Vous auriez été aussi très très embêté en fait d'essayer de les ramener quelque part, quoi, parce que Ah, c'est on aurait pas. été incapable de Ouais. soulever des corps. Enfin, il faut avoir de l'équipement, des poulies ou même des treuils en réalité pour soulever Ouais. des masses pareilles, prodiguer des premiers soins. Bon, on peut. Mais bon, voilà. Il y en a un qui est mort sur le coup, nous a dit la police. Donc sans doute écrasé sur les rochers. Ils sont restés tous encordés. Donc faut imaginer le survivant. Le survivant, je sais pas dans quel état il était, mais il était tout près de ses deux autres compagnons de cordée qui sont morts. Donc enfin le premier, un est mort sur le coup, un deuxième a été récupéré très grièvement blessé et est décédé à l'hôpital ou décédé après pendant le transport. Et le troisième grièvement blessé mais hors de danger. Et donc il doit être à l'hôpital aujourd'hui. J'ai Euh, toujours du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut faire une chute et mourir après, en fait. Faudrait peut-être que Bah, j'en c'est que tes discute organes avec un vitaux, médecin. Ouais. bah, je sais pas, tu peux saigner, par exemple, imagine, tu étais blessé, tu te vides de ton sang petit à petit. Ou alors tes organes sont, pas ton foie est éclaté, Ouais. euh, t'es pas, ton cœur continue à battre, mais voilà, ou bien tu peux avoir un poumon transpercé, tu- ou alors tu sais, ton corps a été comprimé par le choc et tes organes s'éclatent à l'intérieur et puis tu meurs petit à petit, tu meurs pas d'un coup. Oui, en fait, si c'est les organes, oui, c'est vrai que c'est pas, Ah, on je suis se pas un casse pas spécialiste de juste ces un trucs-là, membre, hein, mais mais j'imagine. ouais. Et enfin voilà. Et donc, on voulait, j'avais un programme de 3 jours d'alpinisme. On voulait justement grimper le Munch, on voulait grimper un autre sommet qui est un peu plus loin, qui s'appelle le Finsteraarhorn, qui est le sommet du massif de l'Oberland bernois, puisque ce massif s'appelle Oberland, donc le pays d'en haut, bernois du canton de Berne. Et j'ai évidemment, voilà, après un spectacle comme ça, enfin, on a peur, hein, et on se dit, ben, la même chose pourrait nous arriver. Alors, cette émotion-là, et disparaît, ça ne fait pas renoncer tout à fait à la montagne, il n'y a pas du tout. Euh, mais euh, mais En fait, surtout dans ces c'est poignant. circonstances, oui. C'est que dans ces circonstances, c'est pas uniquement, enfin, je sais pas comment t'interprètes un peu le problème, mais c'est pas une avalanche. Parce que tu vois, une avalanche, t'aurais pu te dire, bon, si je continue, ça pourrait m'arriver aussi parce que c'est lié aux conditions. Là, c'est quelqu'un dans la cordée qui a fait une erreur. En Faute, ouais. plus, ils ont choisi ce chemin d'été Oui, qui était ils ont fait une peut-être erreur, ouais. inadapté. Il y avait des endroits pour s'encorder sur ce chemin et enfin s'accrocher à S'assurer, ouais. Ils sont s'assurer, pas pardon, assurés. Ouais. et ils se sont pas assurés. Et donc on peut faire, comment dire, rationnellement un peu la liste des choses qu'on peut à ne pas faire pour ne pas qu'il Ouais. nous arrive la même chose. Ouais, en montagne, on parle de danger objectif et de danger subjectif. Le danger objectif, c'est l'avalanche, c'est la chute de pierre, c'est le truc qui dépend pas de toi. Enfin,
Mmh. qui pourraient dépendre de toi, enfin qui dépendent de toi ultimement parce que tu as choisi d'aller là. Donc, Oui. mais c'est pas. Et ensuite, le danger subjectif, c'est lorsque tu fais lorsque tu fais une erreur, lorsque ça dépend du sujet. Si tu fais un faux pas Ouais. ou une erreur d'encordement ou d'assurage, pardon. Et tu te et là, ça provoque un accident. Évidemment, nous, on s'est demandé. Il y avait une femme, hein, dedans. Il y avait 2 hommes et une femme. Ils n'étaient pas de la même famille. C'était des amis. Il y en avait un homme de 56 ans qui est mort et une femme qui avait 26 ou 28 ans. Et on soupçonne que c'était la femme, d'après les silhouettes qu'on a vues, mais j'en suis pas sûr, hein, mais que celle l'alpiniste qui a trébuché et qui a entraîné les autres, c'était celui qui était le plus en bas. Je pense que, je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'était la femme. Parce que c'était le plus petit des membres. Mais bon, on se trompe peut-être, et puis j'ai pas les détails, et je les aurai jamais sans doute. Et c'était l'impression qu'on avait, et bon, elle est morte, mais si elle avait survécu, si c'est celui qui a trébuché qui a survécu, ça doit être insupportable comme, comme Ah poids, oui. d'avoir provoqué la mort des 2 autres. Et Bah, je alors, les sais, 2, je m'y connais pas vraiment dans tout ça, mais moi j'aurais tendance à croire que c'est celui qui est tout en haut qui a survécu, en fait, celui qui était au-dessus. Non? tu sais, ils ont roulé tous ensemble, c'était une boule Ah, de c'était une jambes et de boule, bras. d'accord. Ah oui. Je te dis, ils étaient encore, Ils étaient plus en ligne. non, non, Ah, bah parce qu'ils étaient encordés à très faible distance, ils étaient à 1 mètre ah oui, d'encordement, t'as dit un 1 ou 2 mètre, oui, mètres, ok, tu vois. d'accord. Alors, Ouais. j'ai demandé aux policiers s'il y avait la corde avait cédé, s'il y en avait qui étaient tombés plus loin. Ils m'ont dit non, la corde n'a pas cédé. Donc la corde est restée, c'est pas brisée, et donc ils ont dû. Bon, peut-être qu'il y en a un qui avait des anneaux de corde, et donc la chance a augmenté un peu la distance Ah oui. entre les. Normalement, on a des anneaux à la main pour Mhm. donner un peu de bout, éventuellement. D'accord, ouais, Donc je vois. peut-être qu'il y en avait un qui avait des anneaux à la main, très probablement le premier de cordée, celui qui était tout en haut, et donc peut-être qu'il a eu un peu de distance lors de la chute, il s'est peut-être un peu éloigné des autres, et donc il a peut-être pu heurter des rochers, alors qu'un autre, enfin, j'ai pas les détails. J'ai vu des photos, lorsque j'étais à la police, ils nous ont montré des photos prises depuis l'hélicoptère pendant les secours. Alors, il y avait des personnes dans la neige, mais je crois que c'était les sauveteurs qui étaient dans la neige, au-dessus de la barre rocheuse, c'est la dernière que j'ai montrée, là, la face ouest de ce col. Mhm. Et donc, je pense ils ont dû se mourir dans les rochers, hein, pas sur la neige. Bah, sur la neige, on peut se faire mal quand on tombe, enfin, surtout quand elle est dure, mais je pense que c'est sur les rochers qu'ils ont été tués. Parce que sur la neige, on meurt pas d'un coup. Et, Mhm. donc le soir, j'ai retrouvé les 2 alpinistes qui avaient appelé les secours, on les a retrouvés au refuge. Et, Ouais. euh, et puis le lendemain matin, je les ai recroisés à nouveau pendant le petit déjeuner. Et, euh, et donc ils m'ont demandé comment allait mon fils, parce qu'évidemment, c'était plus jeune. Et puis comment j'allais moi, bah, après avoir vu le spectacle. Et ils m'ont dit, bah, nous, on a eu les images qui ont tourné en tête, en boucle, pendant toute la nuit. Et eux aussi, eux, ils n'ont pas vu l'accident, comme nous. Mais ils ont dû voir les secours, ils ont dû voir les cadavres, ou les blessés. Et évidemment, c'est des scènes terribles, quoi, qui marquent, hein, qui marquent en particulier parce que ça pourrait nous arriver à nous. Parce qu'on est des alpinistes aussi, on était dans au même endroit, en train de faire la même ascension, dans les mêmes conditions. Et ils sont pas allés au sommet d'ailleurs, hein. Ils ont aidé un peu les secours, je crois, apparemment. Enfin, en tout cas, dans les articles de journaux que j'ai lus, c'est ce qui était marqué. Et, et ensuite, ils sont descendus au refuge, comme nous. Mais voilà, c'est pas le premier, c'est la troisième fois que j'assiste à un accident en montagne. Les 2 premiers, c'était notre père. Ah oui, c'est vrai. Et donc une fois, Une fois, quand j'avais 14 ans, il s'est pris une pierre sur la tête dans le massif de l'Oisans. Et il a d'ailleurs, il a un trou, enfin, il a une partie d'os qui manque ici, là, sous les cheveux. On avait été élitreillé à l'époque par des gendarmes. Euh, il n'avait pas de casque, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est qu'il est tombé de lui, toujours, il est à ski de randonnée en Suisse aussi, mais dans un autre massif, dans la Bernina, un peu plus à l'est. Il est tombé dans une crevasse, sur un glacier, à ski. Et heureusement, il y avait des guides juste à côté qui l'ont sorti. Donc, il n'y a pas eu besoin de faire intervenir des secours.
Et là, c'est la troisième fois, mais là, c'est fatal. Là, c'était fatal. Et Ouais. c'est, Cela dit, la première fois, toi, tu savais pas à quel point ça aurait pu être fatal, non? Parce que c'était comme très très grave. moi, Il a je me perdu souviens de connaissance papa qui se met à ou non? hurler une chute de pierre, une chute de pierre. On était dans un couloir, euh, des pierres qui tombent, mon père qui hurle, et puis qui met les mains sur sa tête, et puis je vois le sang qui dégouline sur son visage. Si, tu crois tout de suite, tu te demandes ce que c'est. J'imaginais que c'était Oui, plus mais grave que ce que c'était. il a perdu connaissance Non, ou non? non, non. Non, ah Non, d'accord, non. ok. Le cerveau est entouré ce qu'on appelle un tissu conjonctif, qui est aussi solide qu'une toile de temps. Donc, quand le crâne, la boîte crânienne saute, le contact avec le cerveau n'est pas immédiat, hein. Ah Et oui. donc, en gros, l'os agit comme un amorti en fait le choc et protège le cerveau. Et donc, c'est très impressionnant, ça pisse le sang, mais c'est très peu douloureux d'abord. Mon père m'avait dit, Ah oui. enfin notre père nous avait dit que c'était pas fait très mal, mais il a senti un choc, il a mis la main et puis il s'est rendu compte qu'il avait un trou, quoi. Ah, d'accord. Et en revanche, ça pisse le sang. C'est très bien le cuir chevelu, dès qu'on est blessé, ça saigne beaucoup. Mais c'était beaucoup moins dangereux c'était beaucoup moins grave que ce que ça avait l'air au premier abord. Il a été Ouais. étrayé, je crois qu'il Il est pas tombé en conséquence. non, on était arrêtés. Enfin, d'ailleurs, non, on devait marcher, mais on a entendu les pierres qui tombaient, et alors on s'est plaqué contre le rocher. On les voyait les pierres, hein. Moi, je me souviens d'avoir vu les pavés là qui déboulaient. Moi, j'en ai pris un sur le genou et qui m'a fait souffrir pas de nombreux mois. Euh, Ah oui. et, euh, et papa, lui, il a pris sur la tête, hein, c'est beaucoup plus grave. Et Mais vous étiez assuré à ce moment-là? Ou non? oui, on était Ouais. tous encordés, mais on était très nombreux et c'était en 89 et on faisait encore un peu de l'alpinisme à l'ancienne et sans casque. Et tu vois, là, en montagne, là, c'est la première fois que je faisais du ski de randonnée avec un casque. Bon, je savais que je faisais de l'alpinisme. Je savais qu'il y avait de l'alpinisme, et donc en alpinisme, il vaut mieux avoir le casque, pas seulement à cause des chutes de pierre, mais parce qu'il y a quelqu'un qui peut te tomber dessus et te faire mal à la tête avec des crampons ou un piret. Mais bon, c'est aussi pour protéger des chutes lorsqu'on est un peu comme les gens portent je porte pas sur les pistes, je porte pas de casque quand je fais du ski de piste. Je fais très peu de ski de piste. En revanche, là, en alpinisme et à ski alpinisme, maintenant, dans ces circonstances, en tout cas, dès qu'il y a des pas d'alpinisme, je mets un casque. Et Hmm. donc, on a changé d'attitude, hein, Je vis-à-vis crois de que l'alpinisme. euh, la règle logique dans tout ça, c'est euh, en ski alpinisme, certainement oui, puisque souvent on va être confronté à des rochers ou je sais pas quoi. Euh, sur les pistes de ski, oui, parce que t'es entouré de malades mentaux qui skient comme des fous. Et donc, le risque de te prendre quelqu'un sur la figure est pas du tout négligeable. En revanche, en ski de randonnée, dans des endroits où il y a que de la neige, probablement pas besoin de porter de casque. D'autant plus que Ouais. t'as trop Bah, chaud, disons je que sais tu pas peux faire quoi. ça, tu sais, ça peut être comme le célèbre le pilote automobile Schumacher, hein, qui est tombé, qui a fait une chute parce qu'il était, enfin, sur des rochers. Il n'est pas tombé, il n'a pas heurté un arbre, ou il n'y a pas quelqu'un qui lui est rentré dedans. Oui, mais bon, Euh, en ski statistiquement, c'est quand même surtout ça le problème, hein. C'est les gens qui se rentrent dedans les uns les autres. Et ça, c'est extrêmement violent, hein, parce que quand les gens maîtrisent pas leur vitesse, ou c'est pas, soit pas arrêté au bon endroit sur la piste, ça peut être très très mal. Mais ouais. Bon, on parle des droits de Aïe douane. aïe 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 aïe. Pardon? On parle des droits de douane de Trump. Ah, il Trump, y a c'est plein quand de même trucs dont un de nos sujets favoris, hein. il y a plein de trucs dont il faut parler. Ouais. J'ai regardé l'entretien Vas-y, de. choisis autre chose si tu veux. Non, 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 ça c'est très bien. J'ai encore regardé l'entretien de Tucker Carlson et de Scott Bessent, Le secrétaire au Trésor américain. secrétaire au Trésor américain, qui est Ah oui, plus j'ai ou pas moins vu celui entièrement, mais j'ai vu le début. Ouais. qui est donc celui qui est donc plus ou moins responsable de tout ça. Donc j'ai Ministre appris des au Finances, passage, le ministre de l'économie et des Finances. voilà, oui, c'est ça, c'est l'équivalent. J'ai appris d'ailleurs au passage que c'était euh, qu'il est marié à un homme, qu'ils ont des enfants.
J'ignorais totalement. Il vient de lui, c'est Merveilleux. un descendant de huguenots, figure-toi. Il vient de Caroline du Sud ou quelque chose comme ça. Et, et donc, il est, oui, donc très très intéressant en fait, son point de vue. Lui, c'est un gestionnaire de hedge fund à l'origine. Alors, il n'a pas eu énormément de succès, mais apparemment, il a fait des affaires avec George Soros, notamment, et donc il a pas mal réussi. Et donc effectivement, il a le statut, je crois, de milliardaire malgré tout, ce Scott Bessent. Mais son approche, enfin, ce qu'il raconte au sujet des droits de douane m'a paru très intéressant. Mais je trouve ça, malgré ma formation d'économiste, très très difficile de comprendre les tenants, les aboutissants, la stratégie derrière tout ça. Voilà, on parle beaucoup de quantité de monnaie, du rôle du dollar dans l'économie mondiale. Et j'avoue que n'arrive toujours pas à comprendre Ok, moi l'intérêt, le j'ai problème. peut-être Ouais. quelques, ouais, j'ai peut-être quelques pistes pour démêler ça de ce que j'ai pu lire ou après j'ai pu réfléchir. Euh, ouais, on nous apprend la théorie économique euh, sur les questions d'échanges internationaux, de, 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 Mhm. de, de, euh, de commerce international, dit que les droits de douane sont toujours négatifs parce que les droits de douane Oui. limitent des échanges, enfin augmentent le prix des échanges. Et or, la division du travail et les échanges, c'est ce qui crée la valeur. C'est-à-dire, plus tu échanges, plus tu t'enrichis. Ça demanderait passer 5 minutes pour expliquer ça, mais c'est très facilement démontrable par le fait, lorsque c'est de l'échange est volontaire. Euh, et ensuite, la théorie économique explique, depuis Ricardo, au milieu du 19e siècle, un économiste anglais explique que selon la théorie des avantages comparatifs, c'est que tu as t'as intérêt à te concentrer sur la tâche que tu fais le mieux relativement, enfin, comparativement aux autres tâches, pas dans l'absolu. Mhm. Le problème de ces théories, qui sont justes, hein, de ces explications, qui sont tout à fait justes, c'est qu'en fait, elles sont indémêlables des autres effets. Et c'est le problème de l'économie toujours, c'est que tu sais qu'augmenter un impôt va... Alors la théorie dit que ça va que ça va augmenter les prix, mettre une barrière douanière Mhm. va augmenter les prix, et donc tout le monde ricane en disant, lorsque Trump a annoncé ses droits de douane en disant bah, les importations chinoises aux États-Unis seront, je vais mettre des droits de douane et ça va être les Chinois qui vont les payer ou les Européens qui vont les payer. Mhm. Alors tout le monde dit bah, foire, foire, foire. Et le Il est client con, Trump. final, ouais. C'est pas les exportateurs qui payent les droits de douane, ce sont les acheteurs américains qui payent les droits de douane. Clairement. Comme tout le monde pense que Trump est un imbécile, euh, autrement dit, tout le monde se croit intelligent comparativement, comme dit ça. C'est bon, évidemment que Trump sait que les droits de douane ne sont pas payés, que les impôts sur les vaches ne sont pas payés par les vaches. Voilà, c'est ça. Mais ça vaut pour tous les impôts. Et les droits de douane sont une façon de taxer. C'était la principale source de revenus des États jusqu'au début du XXe siècle, des droits de douane. Tu vois, et quand il n'y avait pas de TVA, quand il n'y avait pas d'impôt sur la consommation, qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, Ouais. eh bien, Pas d'impôt sur les il y entreprises, a, pas d'impôt sur les entreprises, pas probablement. d'impôt sur l'héritage, ou quasiment rien, d'ailleurs, pas d'impôt sur l'héritage. Bah, pour les États-Unis, par exemple, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la principale source de revenus, pardon, jusqu'à Roosevelt, principale source de revenus, ce sont les droits de douane. Le deuxième Et Roosevelt, donc, hein. pardon, le deuxième Roosevelt. Ouais. Oui. Et donc, le problème, c'est que tu ne peux pas démêler. Donc voilà, tu sais que ça va provoquer une augmentation des prix, mais pas forcément visible. Je m'explique. Lorsque Trump, en 2018, met ses premiers droits de douane, 25%, je crois, sur les produits chinois, ça a été un Oui, je crois que c'est dollar monté jusqu'à 20, oui. ou 20%. Ça a Ouais. été $1 pour les consommateurs américains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inflation sur les importations chinoises. Voilà.
Parce que, en fait, en économie, il faut pas oublier que l'action de quelqu'un provoque une autre action, souvent de quelqu'un d'autre, qui va adapter son comportement. Et qui peut donc gommer l'effet prédit par la théorie économique. Alors, en réalité, l'effet est toujours là. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Les Chinois euh, ont réagi à ces droits de douane en faisant baisser le yuan. C'est-à-dire qu'ils ont les produits pour éviter que leurs produits soient trop chers pour le consommateur américain, ils ont fait baisser le yuan face au dollar et donc les produits étaient beaucoup moins chers en dollars. Et Mmh. donc, ils ont amorti de cette manière-là une partie des droits de douane. Ok, parce que moi, ce qu'on m'avait Mais donc, présenté, c'était que les Chinois, eux, avaient mis des droits de douane encore plus élevés. alors, Mais ça c'est sur bon, les, après, ça, mais ça concerne le ça, c'est un consommateur autre. chinois. Ça Oui, concerne c'est le ça, oui. consommateur chinois. Oui. Du point de vue du consommateur américain, ça a été quasiment $1. Il y a eu 1,5%, je crois, d'augmentation. D'autant plus que, pardon, donc lorsque un pays, pour éviter que un pays exportateur, pour éviter que ses biens soient renchéris par un tarif, enfin un droit de douane à l'entrée Mhm. du pays vers lequel il exporte, fait baisser sa monnaie. Et qui va payer en réalité cette taxe? Eh bien, Les c'est Chinois, le producteur, enfin, ce sont les utilisateurs de yuan. oui, Parce que qui soudain, sont, leurs yuan ont moins de valeur. Et donc, oui, les importations chinoises, euh, puisque les Chinois doivent échanger du yuan pour acheter du dollar ou en dollars ou en euros, leurs importations à eux se sont révélées plus chères puisque leur monnaie avait baissé. Donc, et oui. c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. L'État chinois, pour contrer les droits de douane, le renchérissement de ses exportations vers les États-Unis, est en train de lancer un immense plan d'aide aux entreprises. Autrement dit, ils vont faire du déficit, donc ils vont faire de l'inflation, donc ils vont faire baisser la valeur de leur monnaie. Ils sont également, si je crois, mais j'ai pas bien regardé les cours du yuan, mais le cours du yuan est en train de baisser. Et puis en parallèle, il y a plein d'autres prix qui sont en train de baisser. Le prix du pétrole est passé de 75 à 63 $, enfin a perdu 10 $, je crois, ou 12 $ en une semaine. Ah oui, Donc les coûts d'énergie et les coûts de la production pour les Américains, enfin pour tous les consommateurs dans le monde d'ailleurs, va baisser. L'OPEP a décidé d'augmenter sa production aussi, donc le coût du dollar baisse, avec des anticipations évidemment de ralentissement économique, hein, donc moins de consommation d'énergie, donc baisse du coût du dollar, du pétrole. Et donc, ces droits de douane, ces augmentations de droits de douane ne conduiront pas forcément, c'est pas automatique et c'est très compliqué de savoir si ça va augmenter les prix des consommateurs américains. Est-ce que Trump est en train de ruiner ses consommateurs américains? J'en sais rien. Je ne parierai pas, parce que c'est déjà arrivé dans un passé très récent, avec Trump aussi, oui. que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors moi, ce que Et j'ai puis en vu, parallèle, c'est, oui, ouais. vas-y. Alors ensuite, il y a des tas d'autres euh, il y a des tas d'autres explications plus compliquées de ce que est en train de faire Trump, euh, mais la plus convaincante, c'est de forcer les entreprises américaines à se remettre à fabriquer aux États-Unis. Et, Alors oui, et vas-y. moi, l'explication que j'ai vue, ce que tu as dit justement me permet d'un peu relier justement un point que je comprenais pas dans cette explication. Mais la personne faisait un rapprochement entre les accords de Bretton Woods, qui étaient donc juste après la Seconde Guerre mondiale, sur l'ordre 34. jusqu'aux années 70, jusqu'à 71, sur l'ordre Monétaire. mondial ou l'ordre monétaire, où en fait il y avait donc évidemment le dollar américain qui était indexé sur l'or, mais aussi, si je me souviens bien, des autres monnaies qui étaient plus ou moins indexées sur le dollar. Et, et donc ça, évidemment, on l'a perdu. Et d'après ce que je comprends, l'objectif de Donald Trump, ce serait évidemment garder la souveraineté monétaire, c'est-à-dire que le dollar américain reste la monnaie de référence, tout en forçant les autres pays à plus ou moins indexer leur monnaie sur le dollar. Donc, pour beaucoup, à la dévaluer en même temps que le dollar. Ce qui, quand tu parles du yuan, qui, dont en mettant des droits de douane, il force la dévaluation, euh,
aurait du sens, parce que je pense également, par exemple, au cas de la Suisse, donc qui a 31% de droits de douane par rapport à la France qui en a 20, enfin l'Union européenne. Je suppose que ça va forcer peut-être la banque, la banque nationale suisse à dévaluer légèrement le franc pour justement être plus aligné avec le dollar. Et donc, en fait, l'impression que j'ai, c'est que les États-Unis n'arrêtent pas de dévaluer leur monnaie et ils forcent un peu les autres à faire la même chose. Et donc, d'accompagner tout le monde dans le précipice, si on veut. Tu vois ce que je veux dire comme stratégie, mais je sais pas à quel point. Et alors, il y a toujours cette histoire de, non seulement, évidemment, si vous suivez ça, vous aurez aussi la protection militaire des États-Unis, qui était aussi un peu dans les accords de Bretton Woods et qui apparemment ferait un peu partie de cette nouvelle proposition. Mais tout ça me paraît vraiment extrêmement compliqué. Voilà. Surtout, ça me paraît très abstrait et ça me paraît vraiment très risqué on peut se planter facilement, en fait, si on essaie de faire un coup aussi, aussi Ouais. compliqué. Non, c'est très, finalement, c'est très risqué parce que d'abord, ça va à l'encontre de la sagesse populaire économique, si je puis dire, que j'ai évoquée au début. Donc, des règles que Mhm. la plupart des gens ont appris, connaissent. Enfin, en tout cas, quand ils ont fait une Oui, année mais d'économie, tu connais ces trucs-là. oui, c'est ça, mais ce que je Euh, veux dire, c'est mais que c'est trop simple. ça va à l'encontre, mais beaucoup continuent de penser que c'est un début de négociation. C'est-à-dire que Alors, ça l'est. Moi, je et pense que qu'effectivement, ça l'est. négociation ultime, enfin, l'objectif ultime de cette négociation, c'est d'enlever les droits de douane, mais de forcer les autres à indexer leur monnaie sur le dollar, et puis d'essayer de réindustrialiser les États-Unis. Alors, je sais pas exactement en quoi est-ce que ça les aiderait, mais si les autres se dévaluent leur monnaie. Le problème, c'est que s'ils veulent Bah, exporter, il faut que, faut que les autres aient de quoi les payer, donc d'avoir des monnaies qui sont pas trop faibles. Euh, il y a une hypothèse qui est très intéressante et qui a l'air de se dessiner avec une espèce de nouvelle administration que Trump veut créer, qui s'appelle, aux États-Unis, il y a le fisc, ça s'appelle le IRS, mhm, Internal Revenue Service. Et là, oui, il semble que Trump veuille créer un External Revenue Service. Et il y en a qui décrivent ça comme une espèce de tribu, avec un T, mhm. que Trump voudrait faire payer aux États avec lesquels il est en relation, ou avec lesquels il a une protection économique. Enfin, on dit on retourne, et ça c'est ma marotte, en disant mon idée favorite depuis l'arrivée de Trump, c'est que l'histoire s'est remise en marche. Et on retourne vers des choses qu'on pensait avoir disparu, mais qui n'avaient aucune raison de disparaître, parce que ça fait partie probablement de la nature, de l'histoire humaine et de la nature humaine, des relations entre les États, disons plutôt, et qui est là, par exemple, une forme de tribu que paieraient des États aux États-Unis. Alors pour quelle raison, dans quel cadre, ça pour l'instant c'est un peu. Mais j'ai vu passer cette idée et je la trouve sans doute très adaptée, peut-être sans doute tout à fait ce que Trump a en tête. J'en sais rien. Enfin, là, je viens de commettre une erreur, c'est que je suis en train de lui prêter des intentions. Alors que je voulais me limiter au début, dans le commentaire sur les droits de douane, à expliquer qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner, ces histoires-là. Oui, ça c'est On, clair. ne on ne Mais sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas pourquoi il le fait. cette idée de tribu, elle est quand même déjà très présente, même avant Trump. Il y avait justement dans un. Alors j'ai écouté un autre entretien, c'était Tucker Carlson avec Viktor Orban, et euh, et alors Tucker Carlson n'arrêtait pas de dire, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Européens n'ont pas râlé plus lorsque les Américains ont détruit le gazoduc Nord Stream 2, alors que c'était vraiment absolument évident que c'est eux qui l'ont fait, que c'est une ingérence inouïe. C'est quand même curieux que les gens n'aient pas réagi. Victor Orban n'avait pas vraiment de réponse, parce que ça le concerne, mais ça concerne quand même surtout les Allemands et les gens d'Europe du Nord.
Mais moi, j'ai quasiment l'impression que ça fait aussi partie de cette relation de domination des États-Unis. C'est un peu je sais pas, la personne toxique dans le couple qui peut se permettre à peu près n'importe quoi et l'autre, il peut pas vraiment, peut rien dire. Il sait que c'est l'autre, que ce n'est pas bien, qui en plus c'est du gâchis de tout. Ouais, mais il faut pas comparer, il faut pas prêter aux États il faut pas, comment on dit, personnaliser. Non, il y a un autre mot pour ça. Enfin bref, il faut pas personnaliser les États, en faire une figure, une tête pensante qui a des sentiments, qui ressent. Tu sais, Mmh, oui, bien c'est sûr. la citation cliché de Nietzsche. Hein, c'est l'État le plus froid des monstres froids. C'est Mmh. pas l'État ne se révolte pas, ce sont les hommes de l'État, et ça c'est une vision libérale, hein. L'État c'est personne, il y a des hommes qui dirigent l'État, et ce sont les hommes de l'État, et pas des hommes d'État d'ailleurs, c'est pour les distinguer, pour les rendre un peu moins nobles. Les hommes de l'État qui réagissent et qui font avec leurs intérêts, leurs sentiments, leur Oui, sens de non, mais c'est l'honneur. exactement ça euh, que oui, peut-être qu'effectivement c'était pas clair dans mon propos, mais c'est ce que je sous-entends parce que pour moi c'était exactement la même chose qui s'est produit avec la guerre en Ukraine, avec le coronavirus. Il y a eu quelque chose comme une espèce d'esprit qui s'est emparé des gens et qui les a fait prendre certaines décisions ou aller dans certaines directions. Et on voit quand même bien que c'est pas une bête, hein, mais c'est un groupe, un comportement de groupe. Et donc là, il y a eu ça. Et c'est très difficile à exprimer, mais en tout cas, il y a quand même ce sentiment que on laisse tolère plus de choses venant des États-Unis. Enfin, je sais pas comment tu le vois. parce que ce sont les plus riches. C'est là où c'est là que les outils du monde moderne sont forgés. C'est là qu'il y a l'armée la plus importante. Le jour, j'entendais Mhm. un podcasteur que j'aime bien, qui s'appelle Até Chouette, un ancien pilote de chasse, que certains connaissent, mais qui est intéressant, et Non. qui listait, qui comparait les tailles de l'armée américaine avec, par exemple, la taille de l'armée française. Mais c'est incommensurable, incommensurable. C'est vraiment, on n'a pas idée de la taille de ce truc-là, de cette armée américaine, donc de sa puissance, et donc de la protection qu'elle peut assurer, du coup aussi. Euh, Tiens, j'ouvre une parenthèse à propos je disais tout à l'heure que Pete Hegseth, ou Hesget, je sais plus comment on prononce, en tout cas le secrétaire de la défense américaine, ministre de la Hegseth, je défense crois. américain, Ouais. vient d'annoncer qu'il n'excluait pas de monter le budget d'armée américaine à 1000 milliards de dollars. Je crois qu'ils ont déjà, mais en tout cas, le maintenir à 1000 milliards de dollars. Ce qui, évidemment, rend tout de suite toutes les accusations. Tu sais, est un pion, un pion des services secrets russes. Ah oui. Ou est entre les mains une marionnette de Poutine, enfin, tout de suite ça rend ridicule ces accusations, cette chansonnette qu'on entend depuis plusieurs années. Euh, et, euh, et donc, voilà, ils ont une force considérable. Détiennent des moyens incroyables. Là, j'entends Christine Lagarde qui veut, ou il y avait quelqu'un d'autre. Alors, dans l'Union européenne, la Commission européenne, qui disait qu'il voulait remplacer les services de carte Visa, American Express, enfin, Mastercard, PayPal par des outils européens. Mhm. Ben, bonne chance. C'est impossible, impensable. Les Macron réunissait les patrons, les grands patrons français suite aux droits de douane, là, l'annonce des droits de douane, et disait ah bah, il faut que vous arrêtiez de faire des investissements aux États-Unis. Mais en sortant, il y a un patron qui a, anonyme, bon, courageux, qui a dit mais de quoi il se mêle, quoi. Laissez foutre, il n'est pas possible de ne pas aller aux États-Unis, de ne pas reconsidérer le marché américain. Moi, je suis dans cette situation-là. J'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir vendre, d'avoir les autorisations pour vendre mes produits aux États-Unis. C'est un marché immense, très homogène, bon, très coûteux, très compliqué à pénétrer, mais demande des investissements gigantesques. Mais c'est
une entreprise innovante, une entreprise qui a des produits de bonne qualité, si elle ne les vend pas aux États-Unis, mais où est-ce qu'elle va les vendre? Enfin, la Chine, c'est pas maintenant que la Chine ou l'Asie va remplacer la taille du marché chinois. Dans mon métier, les États-Unis, c'est 40% du marché mondial. Je suis dans le dispositif médical. Ah ouais. 40% du marché mondial. L'Europe, c'est 30, 35, et puis le reste du monde, c'est 25, 30. Donc les États-Unis sont gigantesques et il faut Et même pas, tu parles absolument même pas de jouer avec eux. l'Amérique du Nord, hein, tu parles des États-Unis. Je parle que des États-Unis. Le Canada, c'est 35 millions d'habitants, c'est un dixième. Non, mais je trouve qu'il y a le Mexique qui est quand même assez grand. Ouais, mais le Mexique n'est pas du tout pas du tout le pouvoir d'achat des États-Unis. Il Ouais, s'est enrichi, mais c'est rien du tout. Non, je parle que des États-Unis, je parle pas du reste de l'Amérique du Nord. ouais, c'est incroyable. Donc oui, on peut pas faire sans. Ils ont une armée gigantesque. Le jour où l'Union européenne, mais ça n'arrivera jamais pour des questions historiques, des questions de culture, des questions intrinsèques à l'Europe, il n'y aura jamais d'armée européenne, en tout cas pas avant 30 ou 40 ans, parce que constitutionnellement, on s'en sortira jamais. Mhm. Euh, il y aura toujours les États-Unis, quoi, qui ont cette homogénéité. Mais on peut pas faire sans, et il faut s'en accommoder. Et puis effectivement, on est les petits, on est des, pardon, les États, les hommes de l'État, des États européens sont des petits garçons devant Trump, et, devant le président américain, ou devant l'État américain, devant l'armée américaine, et ils peuvent pas faire sans, à part Alors que certains pays comme la France. la solution est si simple, ça serait d'écraser démographiquement les États-Unis. Parce que vraiment, ouais, je veux dire, le fond, à mon avis, enfin, c'est peut-être un peu avancé ce que je dis, mais quand même, il y a rien qui, enfin, le fond culturel des États-Unis, c'est le même que le nôtre, donc il n'y a pas de raison que si on avait la même population, on pourrait pas faire la même chose qu'eux, quoi, en fait. Ah, mais Et donc, on a fait autant et mieux qu'eux jusque dans les années 80. La, ouais. la, la- le revenu, enfin le PIB par habitant européen, enfin des grands pays européens, France, Grande-Bretagne, Allemagne, enfin Benelux et Europe du Nord, en Scandinavie, c'était le même par habitant que les États-Unis. Et puis soudain, il y a eu une divergence. Alors il y a que la Suisse qui a continué à suivre, mais tous les autres pays européens qui ont fait des choix politiques désastreux, socialistes, ont connu un décrochage d'un PIB PIB par habitant qui est considérable. Et donc la puissance de et donc les moyens de l'État, donc moyens de la défense aussi, qui rendent les prétentions, enfin qui font de tous les hommes, tous les chefs d'État européens des, des costumes vides, enfin empty suits, donc Mhm. des gens qui parlent mais qui n'y a rien derrière. Ils ne comptent pas, et c'est du vent, quoi. Macron, c'est du vent, Keir Starmer, c'est du vent, maintenant le nouveau chancelier Merz, c'est du vent. Quand il parle à Trump, qu'est-ce que tu veux, même s'ils se mettent à plusieurs, ils sont pas pris au sérieux parce qu'ils ne sont pas des gens, parce que ce sont des gens, ils sont dans des États ou dans des pays, des nations qui ont fait des choix qui ne sont pas des choix sérieux. Des choix sur l'immigration, des choix sur la taille de l'État, des choix sur les libertés. Aujourd'hui, Mhm. mais j'ai appris cet après-midi un journaliste allemand euh, s'est fait a pris 7 mois de prison avec sursis pour avoir fait un mème qui se moquait d'une ministre allemande à propos de Ah, la liberté parce que, d'expression. Il se moquait d'elle à propos de la liberté d'expression. Il lui faisait dire qu'elle n'était pas, enfin que, enfin, bon, bref, en gros, il la moquait à cause de ses tentatives des tentatives qu'elle fait pour limiter, pour Mhm. briser la liberté d'expression. Or, en Allemagne, je crois que dans le code pénal, il y a une disposition qui protège l'honneur des hommes politiques. Enfin, on n'a pas le droit de se moquer des hommes politiques. En gros, Mhm. ça va être un héritage du Troisième Reich. Et qui a perduré. Quelqu'un a pas bien regardé le code pénal allemand. Mhm. Et le mec, un journaliste, et c'est pas une insulte, c'est pas une menace, c'est pas une menace de mort, c'est une moquerie, c'est un mème sur Internet. Mhm. 7 mois de prison avec sursis. Tous Mais, les jours, en Grande-Bretagne, il y a 30 personnes qui sont interrogées par la police. Tous les jours. 30 ouais. personnes pour des Les propos. Britanniques, ils sont vraiment graves, hein, sur ce Ah sujet. ouais, ils sont Très, démons. très En graves. France, la France est enfin bon, il y a des condamnations récentes d'Éric Zemmour qui sont très discutables sur la liberté d'expression.
Mais enfin, à côté de ce qui se passe en Allemagne et aux États-Unis, et peut-être qu'on ne connaît pas en France les efforts de la police en matière de répression des réseaux sociaux. Mais en Allemagne et en Angleterre, ils sont cinglés, complètement cinglés, hein. Ouais, Mais cela dit, il y a plein de pays en Europe où les hommes politiques, où il y a des hommes politiques qui ont été arrêtés pour et qui ont condamné pour des opinions au Danemark, en Italie. En Italie, donc, il y a eu comment il s'appelle, Salvini, ou qui a toujours des ennuis, là. Il y a eu en Allemagne, il y a eu des journalistes, il y a eu des hommes politiques qui ont été condamnés parce qu'ils critiquaient l'immigration. En France, c'est arrivé. Au Danemark, je crois que c'est l'actuel ministre de l'Intérieur ou un truc comme ça qui a des ennuis aussi sur le même sujet, parce qu'elle s'est exprimée sur la liberté. Quand les hommes politiques et les journalistes ne peuvent même plus exprimer des opinions divergentes et qui ne sont pas des appels de meurtre, hein, c'est juste des critiques ouais, de l'islam et de l'immigration, des influences, des conséquences que l'immigration musulmane a sur nos pays, eh ben, ils se font poursuivre par la justice. Alors évidemment, forcément que les Américains, quand Vance arrive et fait la leçon aux Européens, eh ben, on est, on mérite bien ce reproche. Et le mépris que ça engendre de la part de nos frères occidentaux américains. Ben ouais. voilà. Mm. Ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression pour cette histoire des États-Unis que ça va fondamentalement changer les choses pour que ça va, que ça peut améliorer les choses, je pense, mais que ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées pour nous. J'ai l'impression que ça va s'arranger, en fait. Mais que eux, c'est vraiment une bonne stratégie. Je vois Tu disais tout à effectivement, l'heure, surtout d'essayer quelque chose de nouveau. tu disais tout à l'heure que peut-être que ces histoires de droits de douane, pour finir, parce que je crois qu'on va arrêter là, sont une façon pour Trump de négocier, d'obtenir des concessions de la part des autres pays. Je crois que c'est vrai. Je faisais la liste tout à l'heure, je demandais à Grok quels étaient le nombre les pays qui avaient commencé à négocier avec Trump, avec les États-Unis depuis la chute, Bah, depuis tous à peu l'annonce de près, ces hein. droits de douane, mais il y en a 50. Il y a Ouais. 50 pays, dont l'Union européenne, et qui ont proposé aux États-Unis d'alléger les droits de douane en échange d'une baisse de de leur côté des droits de douane ou des barrières douanières non tarifaires, c'est-à-dire qui peuvent exister. Mhm. Il y a l'Inde, il y a alors la Chine, là, ils sont en train de monter aux extrêmes, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a plein de pays, la Corée, le Vietnam, l'Inde, le Japon, l'Union Ah, européenne, enfin non, voilà, il y a un truc. Il y a un truc quand même à ce sujet. C'est que on a beaucoup parlé de l'Irlande et du fait que l'Irlande, en fait, avait récupéré tous les sièges sociaux de beaucoup de sociétés parce qu'en ouais, fait, ouais, j'ai entendu ça. Ouais. ils importaient donc de la Chine en Irlande et puis ils prenaient les bénéfices là et puis ensuite ils revendaient les produits aux filiales américaines très cher. Et puis finalement, il n'y avait pas tellement à prendre sur la Pour le fils plus-value. américain. Voilà. Et je me disais, mais d'accord, on peut effectivement commencer à faire des batailles de droits de douane, mais est-ce que finalement la concurrence fiscale pour les États-Unis, donc sous-entendu, les Irlandais, ils mettent des impôts intéressants pour les sociétés, bah soit faisons la même chose, ça on coupe l'herbe sous les pieds des Irlandais, et puis de toute façon ces entreprises ultimement elles préféraient être aux États-Unis que d'être en Irlande. Et ça, c'est vraiment, ça a pas l'air d'être une option qui est considérée, alors que pourtant on la voit évidemment partout. En Suisse, il y a une énorme concurrence fiscale entre les cantons. On a vu que pendant longtemps, les Émirats Arabes Unis et puis tous les pays du Golfe jouaient beaucoup de cette concurrence fiscale. Alors maintenant, quand ils sont plus attrayants, quand ils ont réussi à attirer les gens, ils font remonter les impôts petit à petit, mais que c'était quand même le principal outil. Et tu comprends pourquoi est-ce que les États-Unis ne voudraient pas jouer à ce jeu? Je crois que les taux sur l'impôt des sociétés aux États-Unis sont déjà très faibles. Euh, je reviens à Alors ce que quoi, je disais. c'est géré par les États alors? Ce serait, Je sais pas exactement. Je reviens. ouais, Alors je reviens au point que j'évoquais tout au début de l'affaire sur les droits de douane, c'est que c'est un impôt comme les autres. C'est-à-dire que tu peux faire ouais. payer j'ai tout impôt. Oui, certains disent oui, ça va, les droits de douane vont augmenter le coût des biens pour les consommateurs, mais tout impôt augmente le coût des biens, de la vie pour les consommateurs.
que je Oui, répète, ce ne sont pas les vaches qui payent les impôts sur les vaches. Ce ne sont pas les entreprises qui payent l'impôt sur le bénéfice. Ce sont les consommateurs, ce sont les clients, ce sont les citoyens qui payent. C'est eux qui payent. C'est sur eux que tous les impôts payent, fine finalitaire. Voilà. Donc euh, c'est la manière. Ce que Trump fait est intéressant s'il baisse les impôts, les autres impôts aux États-Unis. C'est-à-dire il refait un peu ce que faisaient les États. Alors aujourd'hui, c'est plus possible qu'un État se finance uniquement sur des droits de douane. Enfin, encore que, peut-être que c'est le cas de petits États à faible fiscalité. J'aimerais bien savoir comment. Non, parce que les pays du Golfe se payent sur les revenus du gaz ou du pétrole. Est-ce que Singapour. Bon, bref. Euh, Tu vois, on pourrait imaginer que Trump augmente les droits de douane et baisse d'autres impôts. Il est question de supprimer l'impôt sur le revenu. Et ça a été évoqué aux États-Unis. après, lui, Trump, il aurait que de la marge de manœuvre sur les impôts fédéraux, hein, de toute façon. Donc, Déjà, parce qu'il y a déjà une ouais. concurrence fiscale aux États-Unis entre États, hein, elle existe déjà. Pas sur les impôts fédéraux, évidemment, mais sur les impôts. Et elle est très importante. Hein. Mhm. Les pays, la Californie, New York sont sont des États très chers, avec des lourdes fiscalités étatiques, enfin d'État Oui. Je local. crois il y a pas d'impôt sur le revenu en Floride, c'est ça? Ou il y a un truc Oui, parce comme qu'il y a une ça? part de l'impôt sur le revenu qui est fédérale et une autre qui est étatique, enfin, Mhm. qui est le ressort de l'État. Euh, Bah, je connais pas assez bien, je n'aurais pas raconté de bêtises. Ouais. Mais tu vois, l'histoire pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur lequel j'ai pas, en comparaison avec l'Irlande, j'ai pas beaucoup d'éléments pour apprécier ça parce que j'ai pas réfléchi, mais je vais regarder. Euh, En revanche, baisser certains impôts fédéraux en échange d'une augmentation des droits de douane, ça serait sans doute un coup très intéressant pour encourager les investisseurs et rendre le coût du travail moins élevé dans les activités de substitution aux importations qui pourraient apparaître aux États-Unis. Je voyais tout à l'heure qu'il y avait il y avait quelqu'un là qui se lance, enfin, des fonds d'investissement américains qui commencent à saisir l'opportunité et à investir dans des manufactures, dans des usines, des sites de production d'objets aux États-Unis. Que ça pourrait, mais bon, ça va prendre beaucoup de temps. Hein, ça se reconstruit pas si vite que ça. Une fois que ça a disparu, hein, comme l'explique Barry Grant, quand on a perdu on a vu ça avec l'industrie nucléaire en France. C'est très difficile de relancer une industrie quand on a perdu, quand on a Le balancé savoir-faire, ouais. pendant 20 ans. Hein. On a voulu s'en séparer, on a annoncé qu'on s'en séparerait, puis finalement, bah, il y a plus personne, il y a plus grand monde et ça prend beaucoup de temps à reformer. Ouais, tout à fait. Oui. Bien, écoute, en conclusion, je voulais bah, déjà remercier tous ceux qui nous suivent. Je voulais les inviter, si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on traite, à les mettre en commentaire sous la vidéo. Ça peut être quelque chose de très précieux. J'ai l'impression, notamment en regardant les statistiques, que les sujets de religion sont quelque chose qui vous intéresse beaucoup, et ça, vous pouvez peut-être le confirmer également. Ça, effectivement, c'est quelque chose dont on traite très volontiers. Et voilà. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité à tous. Et ceux qui Merci à tous. nous laissent des commentaires, on les lit. Et je pense aussi que avec le temps, on va peut-être commencer à intervenir aussi dans la section des commentaires, qu'on en aura un peu plus. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se dire là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Et Salut abonnez-vous. Christophe. À bientôt. Merci. Bonne soirée.